Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le préfet de Dakar a interdit toutes les manifestations annoncées pour ce vendredi. Le motif évoqué, risque de trouble à l'ordre public. Pendant ce temps, Guy Marius Sagna faisait face au juge. Son avocat a introduit une demande de liberté provisoire. La colère de l'Ordre national des médecins contre son ministère de tutelle. La structure s'indigne de la volonté du ministre de la Santé de vouloir renouveler les instances de l'ordre à travers un communiqué balancé sur les réseaux sociaux sans consultation préalable. Dans ce journal, nous nous intéressons aux patients inconnus dans les hôpitaux. Ils sont généralement des victimes d'accidents ou de sans domicile fixe. Nos reporters ont approché les services de l'hôpital Idriss Pouye, ex-hôpital général de Grand Yoff, pour en savoir davantage. Et puis en sport, classement FIFA 2019, les Lions terminent l'année au sommet du football africain. Le Sénégal est devant le Nigeria et la Tunisie. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Il ne devrait pas y avoir de manifestation ce vendredi à Dakar. Le préfet a refusé toutes les demandes de manifestation. Les motifs évoqués, un risque de trouble à l'ordre public. Le mouvement des élèves et étudiants républicains compte bien manifester ce vendredi pour faire face aux membres de l'opposition et de la société civile. Les explications du coordonnateur du maire, Abdoulaye Diagne, interrogé par Fatou Bintou Conté et Ababakar Kamara. Le mouvement des élèves étudiants républicains, malgré tout ce qui a été fait, malgré l'interdiction de la demande de marche, les manifestants ont déposé ou bien ont choisi un itinéraire comme la place de l'indépendance. N'oubliez pas aussi l'arrêté de Ousmane Ngom. Maintenant, ce qui se fait aujourd'hui, ou bien ce qu'ils font, ce n'est pas une affaire de patriotisme, mais c'est une affaire politique et une réponse politique. Une action politique mérite une réponse politique et nous allons répondre politiquement. Le palais de justice de Dakar encerclé ce matin par les forces de l'ordre. C'était lors de l'audition de Guy Marius Sagna. Les contrôles étaient stricts pour éviter d'éventuelles manifestations de soutien. Pour en savoir davantage, suivons ce récit signé Aminata Baresso. L'ambiance aux alentours du palais de justice de Dakar ce jeudi. Toutes les voies d'accès sont contrôlées et quadrillées par des policiers. Pour accéder, il faut montrer patte blanche, surtout pour les véhicules particuliers. Un dispositif sécuritaire important pour contourner toute éventuelle manifestation de soutien à Guy Marius Sagna et compagnie, arrêtés depuis le vendredi 29 novembre au cours d'une manifestation devant les grilles du palais de la République. 8 manifestants au total sont depuis lors entre les mains de la justice. Et dans le cadre de cette procédure, Guy Marius Sagna et ses compagnons font face aux doyens des juges. Auparavant, c'était au tour du docteur Babacar Diop et d'autres manifestants d'être entendus par le juge instructeur. Une procédure judiciaire dans un contexte de tension sociale. Les membres du mouvement Nyolank et d'autres membres de la société civile promettent de descendre à nouveau à la place de l'indépendance ce vendredi 20 décembre, à côté des jeunes de l'Alliance pour la République qui comptent eux aussi organiser une contre-manifestation, mais cette fois à la place de l'obélisque. Puis retenez que l'avocat de Guy Marius Sagna a introduit cet après-midi une demande de liberté provisoire. Le ministre de la Justice est rendu ce matin au stand de l'administration pénitentiaire au 6S. Maître Malik Sall s'est félicité du travail des agents de l'administration. Selon le garde des Sceaux, les conditions de détention ont changé et celles de réinsertion sont à saluer. Un reportage signé sur place Al-Hassan Ba et Pape Sangone Baye. C'est un ministre satisfait après visite ici au stand de l'administration pénitentiaire installé au pavillon brun. Des expositions qui parlent d'elles-mêmes, l'administration pénitentiaire se modernise. Si on envoie quelqu'un en prison, ce n'est pas pour le détruire. C'est pour d'abord mettre lui-même à l'abri, pour mettre la société à l'abri, mais c'est surtout faire en sorte que, au sortir de ce moment difficile, un autre homme, effectivement, revienne à sa famille et revienne à sa société. Et comment faire? Cet homme, il faut qu'il soit formé. Ce qui fait que j'ai eu à le dire une fois en visitant un camp pénal, quand j'ai constaté effectivement que le bâtiment administratif qui abrite l'administration de ce camp pénal a été construit et équipé
à 100% par des détenus. Selon le ministre, elle doit profiter des nouvelles technologies pour de meilleures conditions d'existence. Les conditions de détention changées, rassure le garde des Sceaux. Maître Malick Sall estime que beaucoup de jeunes seront convaincus qu'ils peuvent intégrer cette administration après un passage sur ces stands. Les conditions de placer un prévenu en prison soient recadrées. Et que les conditions, non seulement les conditions soient recadrées, mais qu'également les conditions de séjour et de maintenance de ce prévenu en prison soient recadrées. Nous sommes en train de travailler sur ces textes et nous pensons que ces textes, plus la technologie que nous avons, feront qu'il y aura d'abord moins de prisonniers et feront que les agents de l'administration pénitentiaire seront dans de bonnes conditions, feront que les détenus, parce qu'il en faut parfois, ceux qu'on est obligé de détenir auront leur niveau de vie totalement amélioré et verront leurs conditions de réinsertion également améliorées. Après la visite du stand de l'administration pénitentiaire, le ministre de la Justice a fait un tour au stand de la Gendarmerie nationale. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, l'Ordre national des médecins, très en colère contre son ministère de tutelle. La structure accuse le ministre de la Santé de vouloir renouveler les instances de l'ordre à travers un communiqué balancé dans les réseaux sociaux sans aucune consultation préalable. Une violation pour l'Ordre national des médecins qui ne compte pas aller aux élections de renouvellement prévues le 25 janvier prochain. Et ses membres ont fait face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Fatima Touré et Modou Diop. Dans un communiqué via les réseaux sociaux, le ministre de la Santé informe quant à l'organisation des élections de renouvellement des instances de l'ordre des médecins. Démarche illégale, voire scandaleuse selon le dit ordre. Ces médecins accusent le ministre de la Santé de s'immiscer dans des affaires qui ne relèvent pas de son ressort. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale abuse constamment de la confiance du président en lui faisant signer des décrets qui ne sont pas conformes avec la loi. La loi 66-069 du 4 juillet 1966 relative à l'exercice de la médecine et à l'ordre des médecins dispose notamment en son article 26 que le Conseil national de l'ordre règle par délibération les affaires de l'ordre. Ceci n'a pas été le cas concernant le communiqué paru dans les réseaux sociaux. Ces blouses blanches affichent leurs inquiétudes face à l'indépendance professionnelle des médecins. Voilà autant de faits qui nous amènent à conclure qu'il s'agit de la remise en cause de l'indépendance professionnelle des médecins qui est un principe universel que l'ordre ne saurait accepter. Sur ce, l'Ordre des médecins demande au ministre de la Santé d'arrêter d'instrumentaliser certaines personnes dans le but de déstabiliser son fonctionnement. Nous demandons ainsi au ministre de la Santé, au ministère, de la Santé et de l'Action sociale d'arrêter l'instrumentalisation des hautes personnalités judiciaires, militaires et administrative dans son entreprise de déstabilisation de l'ordre des médecins pour des intérêts inavoués. Les élections sont prévues le 25 janvier prochain dans les locaux du ministère de la Santé, mais l'ordre des médecins est clair. Il n'ira pas dans ces élections. Il annonce par ailleurs qu'il va renouveler lui-même ses organes au mois de mars. Touré, l'association pour la promotion des femmes au Sénégal plaide pour la gratuité du certificat médical aux femmes victimes de violences. Selon elle, la gratuité de ce sésame peut nettement faire reculer les pratiques de violence exercées sur les femmes de par son effet dissuasif. Une rencontre d'échange sur la question a été tenue au siège de l'association. Reportage signé sur place Ibrahima Djamé et Faligaï. Dans le cadre de son combat contre les violences faites aux femmes, la professeure estime que le coût du certificat médical est quelque part un obstacle à l'éradication du phénomène. Que le certificat médical était une contrainte, ça pouvait être une contrainte pour les femmes victimes de violences. Dans la mesure où si par exemple on a subi une violence et qu'on n'a pas les moyens de se faire établir cette preuve, on ne peut pas aller en justice.
Et lorsque la personne qui a l'auteur d'une violence n'a pas été réprimée, il peut être amené à récidiver, à violenter la même personne ou bien à violenter d'autres personnes. L'Association pour la promotion de la femme, qui milite ainsi pour la gratuité du CM, estime que cela pourrait avoir un effet dissuasif chez les auteurs de violences. Mais si c'est que si je violente par exemple mon épouse, elle aura un appui parce qu'elle pourra se faire établir un certificat médical gratuitement, elle pourra aller en justice et je pourrais être condamnée. Je pense que ça pourrait être un effet dissuasif pour les auteurs de violences et que donc ça pourrait quand même renforcer la protection des femmes contre les violences faites contre elles. Ainsi, pour y arriver, elle compte mener le plaidoyer auprès des autorités compétentes, mais sans oublier de sensibiliser les femmes et leur demander de ne surtout pas en abuser. Santé toujours, Youssou N'Dour s'engage à accompagner plus d'1 million d'enfants et de femmes dans la couverture maladie universelle. Une campagne de solidarité est ouverte et l'artiste en est le parrain. C'était lors d'une manifestation qui s'est tenue cet après-midi. Habib Faye Mardien y était pour nous. Pour corriger les manquements relatifs à la prise en charge sanitaire, l'État du Sénégal compte faciliter l'accès aux soins. 1 million d'enfants et de femmes ont bénéficié de la couverture maladie universelle. Le programme de la CMU a été lancé pour corriger le déficit en facilitant à tous les Sénégalais l'accès aux soins de santé. L'Agence de la couverture maladie universelle, mise en place à cet effet, a pour objectif notamment de soutenir les initiatives de promotion des mutuelles de santé et de tenir un registre national d'immatriculation des mutuelles. Une campagne de solidarité est ouverte. Objectif, doubler les résultats de l'année précédente. Youssou N'Dour s'engage pour la réussite. C'est tous ensemble que l'on parviendra, Inch'Allah, à relever le défi d'un accès à la santé pour tous. Aujourd'hui, je m'engage à travers la Fondation Youssou N'Dour à parrainer l'adhésion à la CMU de tous les élèves de l'école de la caserne Samba Diéry Diallo. Ainsi, ceux de l'école de Joal que j'ai fréquenté aussi. L'artiste a effectué un retour à l'école de base. Youssou N'Dour se dit heureux de fouler le sol de son ancien établissement. C'est toujours avec un souvenir ému que je me retrouve ici. Je tiens particulièrement à remercier M. Ndoye, ancien directeur de cette école, de nous honorer de sa présence et je suis honoré de soutenir la campagne de solidarité. 1 million d'enfants et de femmes dans les mutuelles de santé. L'État du Sénégal va établir un système de gestion et de fiabilité de la CMU pour éviter les abus. 49%, c'est le taux de couverture nationale actuel, selon le ministre Mansour Faye. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, les patients inconnus dans les hôpitaux, on en parle, c'est généralement des victimes d'accidents ou des sans domicile fixe. Dans beaucoup de cas, ils sont accueillis en soins intensifs et souvent, ils peuvent rester très longtemps dans un service sans être identifiés ou décèdent en réanimation. À l'hôpital général de Grand-Yoff actuel, l'hôpital Idrissa Pouye, ces malades passent par 3 services différents. Maïmouna Ndiaye et Pape Sangone Mbaye nous en disent plus dans ce sujet. Thierno Mountaga Ndiaye est le conseiller juridique de l'hôpital général de Grand-Yoff. Parmi ses missions, la prise en charge des inconnus, généralement des victimes d'accidents ou des sans domicile fixe. C'est les sapeurs qui viennent souvent à l'hôpital par le biais d'une réquisition et saisissent l'hôpital. Et comme on est un établissement public de santé, on est tenu de lever l'urgence, on fait admettre les malades au niveau des urgences, puis on le transmet dans le service concerné pour une hospitalisation et on suit le malade. Et c'est le service social, le rôle du service social de suivre le malade jusqu'à l'identification de sa famille. Très souvent, l'identification de ces personnes pose problème. Dans ce cas de figure, une enquête s'impose. On peut rédiger des projets de texte, ainsi de suite, pour saisir d'autres autorités, pour des fins d'autorisation, ou bien comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, pour des fins d'internement, saisir le commissariat le plus proche par le biais d'un courrier, l'expliquer, saisir aussi le préfet de Dakar pour pouvoir avoir des mandats d'internement par rapport à un malade mental. Ça, c'est un exemple. Dans bon nombre de cas, le service anesthésie, réanimation
intervient. Le plus souvent, nous recevons des malades comateux, victimes de polytraumatisme. Et dans ce cas-là, on les prend en charge comme les autres malades accompagnés. C'est un malade qui décède, on établit un certificat de décès. Si c'est un accidenté, on fait une demande d'autopsie qu'on fait parvenir à la morgue. Et là, la procédure va continuer. Mais nous, à partir du moment que le malade décède, on remplit toutes les formalités et on laisse le reste entre les mains de l'administration. En moyenne, tous les 6 mois, l'hôpital général de Grand-Yoff accueille 2 cas de personnes inconnues ramassées dans la rue. Maïmouna Ndiaye, rapport de l'inspection des services du ministère des Affaires étrangères sur le pèlerinage 2016. Le délégué général au pèlerinage apporte des éclairages. Le rapport concerne le pèlerinage 2016 et non le délégué général au pèlerinage. Abdoulaziz Kébé précise que la section Hadj incombe à la délégation générale, certes, mais plusieurs démembrements sont impliqués. À ces explications que je vous propose de suivre. Cet instrument qui est l'inspection des services a fait son job, il a fait son travail. Il a sorti un rapport. Un rapport sur le pèlerinage, pas sur le délégué général. Il est important de savoir que la gestion du pèlerinage incombe à la délégation générale, mais que c'est démembré entre plusieurs structures. La direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère des Affaires étrangères, qui est chargé de la commission des marchés et de la commission des réceptions. Le régisseur de la caisse d'avance, qui est nommé chaque année par le ministère des Finances et qui gère les fonds du pèlerinage. Le délégué général, en tant qu'ordonnateur des dépenses, et le chef de la cellule administrative, en tant que gestionnaire de la délégation. C'est l'ensemble de ces personnes-là qui ont géré le pèlerinage et le rapport interpelle l'ensemble de ces personnes, chacun dans un secteur donné. L'actualité économique à présent marquée par la dette intérieure du pays qui se chiffre à 500 milliards de francs CFA. Nos reporters ont abordé le sujet avec l'économiste Oumar Ba qui regrette que l'État privilégie la dette extérieure au détriment des entreprises locales. Fatou Bintou Kanté, Mohamed Dia. Les entreprises sénégalaises sont en train de crouler sous le poids de la dette intérieure. Elles peinent à entrer dans leurs fonds. La valeur actuelle de cet endettement dépasse les 500 milliards. Donc ce qui est extrêmement élevé, c'est-à-dire cela crée des difficultés pour les entreprises. Ce qui les affecte amèrement avec des difficultés de trésorerie et des problèmes de développement de leur entreprise. La contrainte que nous rencontrons, c'est que ces entreprises ont des difficultés ensuite de trésorerie. Une contrainte, ça veut dire que si ces entreprises sont dans cette situation de non-paiement de leurs créances, ben, elles ne pourront pas donc se développer et lancer d'autres opérations. Ça veut dire qu'elles ne vont pas participer à l'augmentation de la richesse du pays. Les secteurs du BTP sont les plus durement affectés par la crise. Les entreprises des BTP, les bâtiments et travaux publics, qui ont actuellement plus de 200 milliards de dettes non payées, sans compter donc les autres sociétés. Malheureusement, l'endettement extérieur est privilégié au détriment de celui local, au grand don de ces entreprises. Dans nos États, on privilégie l'endettement extérieur par rapport à la dette locale, parce qu'on se dit qu'avec les créanciers locaux, c'est-à-dire les entreprises, on peut gérer et puis même imposer l'attente. Le gouvernement a ordonné le paiement de 100 milliards de francs CFA pour régler la dette de ces entreprises privées, qui va leur permettre en quelque sorte de renforcer la dynamique du secteur, mais aussi stimuler la croissance socio-économique. Le gouvernement du Sénégal va signer le décret d'application de la loi sur le pétrole et le gaz durant le premier trimestre 2020. C'était au cours d'une rencontre qui s'est tenue ce matin et le contenu local sera bien pris en compte. Cher Diop, Thierno Mendy. Troisième jour de concertation sur les ressources pétrolières et gazières, principale attente de ces moments d'échange. Des décisions fermes appliquées en toute rigueur, tout un dispositif pour l'applicabilité de la loi, une manière de valoriser le contenu local avec une bonne présence de la main-d'œuvre nationale. Nous sommes en phase d'élaboration des décrets d'application
et nous avons voulu une démarche inclusive et participative. Aujourd'hui, ce que nous avons noté, c'est que le secteur privé attend de l'État un meilleur soutien. Et pour cela, l'État dispose d'ores et déjà d'instruments de soutien aux petites et moyennes entreprises en ce qui concerne leurs besoins en formation, en développement, en financement. Et donc, nous avons annoncé la mise en place d'un guichet unique. Ces acteurs sont optimistes. L'État du Sénégal ne devra pas tarder à signer des décrets pour l'application des différentes recommandations. Une fois qu'on a entendu tout le monde, on peut finaliser cela. Et c'est sûr que dans le courant du premier trimestre de 2020, les décrets d'application seront là. Beaucoup de ressources gazières et pétrolières annoncées au Sénégal. Ces experts veulent prendre en compte les préoccupations des jeunes en matière d'emploi. Encore faudrait-il que le secteur privé national fasse tout pour répondre à ces exigences et les normes et standards qui sont extrêmement sophistiqués et pointus dans le secteur du pétrole et du gaz, notamment l'amont. Quand on dit peuple sénégalais, ça veut dire les personnes physiques et les personnes morales doivent pouvoir tirer profit de l'exploitation de nos ressources naturelles. C'est dans ce sens-là qu'on travaille. Experts de ces ressources minérales et acteurs de la société civile ont beaucoup échangé sur ces questions du pétrole et du gaz. Après leurs recommandations qui seront formulées ce vendredi, ces acteurs attendent des décrets d'application pour plus de résultats. Et puis une information qui vient de nous parvenir, le directeur des bourses, M. Lassana Konaté, a démissionné. Une information de la radio Futur Média. La célébration du bicentenaire du traité de Niao signé en 1819 entre le Sénégal et la France vire au fiasco. Les populations du dit village ont manifesté leur désaccord avec le comité scientifique qu'elles accusent d'avoir utilisé les centaines de millions de francs CFA destinés à la célébration à d'autres fins. Les explications de leur porte-parole. Il s'appelle Khadim Ndiaye. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Sek. Que le comité scientifique et le comité culturel du bicentenaire du traité de Niao s'étaient convenus pour organiser ensemble ce bicentenaire. À notre très grande surprise, ce comité, sans avertir l'imam, ni le délégué de quartier, ni les membres du comité exécutif, autrement dit, que cette faute soit rectifiée en aidant la population de Niao d'organiser ici à Niao, le lieu de l'histoire, le volet culturel, voire scientifique, dans cette place où l'histoire a eu lieu, où le traité a été signé. Qui que soit notre coordinateur. Voilà. C'est lui qui était en coordination avec le comité scientifique. Puis les étudiants de la 47e promotion du CESTI ont reçu leur diplôme ce matin. Feu Seydou Dia est le parrain de cette promotion. Les récipiendaires se disent prêts à relever le défi dans le marché du travail. Maguette Souare Diallo et Mohamed Dian y étaient pour nous. Ils sont maintenant journalistes. Après 3 années de formation, un parcours sanctionné par ce parchemin, 33 étudiants de la 47e promotion du CESTI, ils sont invités à s'inspirer de leurs parents, le professeur Feu Seydou Dia. C'était un homme de valeur, un professionnel, un homme généreux aussi. Nous leur demandons de toujours garder en mémoire les principes du journaliste professionnel. Diplôme en main, ces récipiendaires tout heureux mais conscients de la complexité de leur métier, le journalisme. C'est un honneur de recevoir le diplôme du CESTI. Quand même, la formation n'a pas du tout été facile, mais nous avons essayé de tenir mes camarades et moi, et nous allons tout faire pour participer quand même à rehausser l'image ou bien même le niveau de la presse de manière générale. C'est un rêve de gamin qui se réalise. J'ai toujours aimé le journalisme depuis ma tendre enfance. C'est vrai que nous avons subi une formation très dure, très intense.
Mais Dieu merci. Depuis quelques années, la presse fait face à beaucoup de mutations socio-économiques. Les étudiants de la 47e promotion du CESTI, bien outillés, précisent qu'ils ne sont pas ébranlés par cette situation. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui chôment, mais en tout cas, nous sommes prêts à travailler, nous aimons ce métier. C'est vrai que le marché est un peu saturé, mais quand même, vu la formation que nous avons reçue, nous ne doutons pas quand même qu'il y aura toujours des employeurs prêts à nous accueillir dans leur rédaction. L'excellence primée encore lors de cette cérémonie. Après la formation, les stages dans les rédactions. Aujourd'hui, le diplôme, d'autres défis pointent à l'horizon. Un emploi décent et le respect des règles liées à l'éthique et à la déontologie du journalisme. Puis félicitations à nos stagiaires qui sont passés par là, qui ont reçu leur diplôme aujourd'hui. Je pense à Cher Sadibou Fall, Papaloungé et Cher Tidiane Sissé, entre autres. Amener les médias à s'intéresser davantage aux questions migratoires. C'est l'objectif de l'Association des journalistes en migration et sécurité du Sénégal. C'est dans cette optique que la structure a lancé le prix du meilleur reportage en migration. C'était à l'occasion de la Journée internationale des migrants. 4 prix ont été décernés, dont un remporté par un technicien du groupe Futur Média, Khadim Gaye. Ibrahim Khan nous en dit davantage. Le calvaire des migrants. Un film de Mamadou Ndiaye qui retrace les difficultés et souffrances des candidats à l'immigration irrégulière. Un document empreint d'émotion, sacré meilleur reportage en télévision par l'Association des journalistes en migration et sécurité du Sénégal à l'occasion du prix du meilleur reportage en migration. On s'est rendu compte que souvent l'information migratoire souvent est traitée de manière banale ou bien de manière sensationnelle. Alors souvent à chaque fois qu'on en parle, les gens, n'est-ce pas, donc c'est sous l'effet du sensationnel, et on en parle 2-3 jours, on passe à autre chose. Alors que la question est plus sérieuse que cela parce qu'il s'agit de vies humaines. Alors, c'est pourquoi nous, en tant qu'association, nous nous sommes dit qu'on doit changer, renverser la tendance en poussant les journalistes à aller au-delà du factuel. Pour l'auteur, ce film témoigne de son engagement à lutter contre ce fléau devenu endémique. Un cri du cœur pour sensibiliser davantage sur le suicide que constituent les embarcations de fortune en partance pour l'Europe. Tout simplement, en général, tous ceux qui partent, ce qu'ils vous disent est que lorsque je partais, on ne m'avait pas dit la vérité. Si je savais que c'était ça que j'allais trouver sur le terrain, je n'allais pas me lancer. Donc nous, notre objectif principal, c'est de dire la vérité aux jeunes. Comment? C'est d'interroger des gens qui ont été sur le terrain, qui ont été abusés et qui viennent dire aux autres que ne vous lancez pas parce que ces gens-là qui vous facilitent ce voyage-là ne vous disent pas généralement la vérité, ne vous disent pas la vérité. Et je ne sauterai pas de joie parce que je pense aussi à ces jeunes, des milliers qui ont perdu la vie. À noter que pour le prix du meilleur reportage en migration, 3 autres prix ont été décernés au cours de la cérémonie en radio, presse écrite et presse en ligne. Une manière pour l'AJMS d'amener les rédactions, entre autres, à davantage s'intéresser et mieux traiter les questions migratoire. Merci à vous Ibrahim Khan. En mot de football, avant de refermer cette édition avec le classement FIFA, le dernier de l'année 2019, l'équipe nationale du Sénégal est première en Afrique et 20e au niveau mondial. Au niveau africain, le Sénégal est suivi sur le podium par la Tunisie et le Nigeria. L'Algérie, championne d'Afrique en 2019, est classée 4e. Le classement général mondial, toujours mené par le trio Belgique, France et Brésil, comme en 2018. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais tout de suite, la suite de Soir d'Info avec vous, Aram Touré. À vous l'antenne.